accuse les dirigeants du Parti communiste chinois d'une intention de détruire les Ouïghours en tant que groupe. Le travail forcé de centaines de milliers de personnes dans la région chinoise du Xinjiang. La stratégie de séparation des familles et les campagnes de stérilisation. Les gens qui vont travailler dans ces usines à très bas prix ou dans les champs sont des gens qui sont arrachés à leur milieu forcé. Les États-Unis ont annoncé leur décision de bloquer toutes les importations de coton provenant de cette région. Mon objectif principal, c'est de découvrir le Xinjiang et puis d'expliquer vraiment ce qui se passe là-bas à mes compatriotes. Je ne voulais pas revenir, mais je suis revenu parce qu'en fait, il y avait des attaques des médias contre moi et je voulais pouvoir dire « je suis allé encore une fois et voilà ce que j'ai vu ». Le système est tellement verrouillé, le système de propagande est tellement verrouillé qu'il ne risque rien. La vérité, ça n'existe plus dans notre système. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est effectivement que le monde découvre enfin qu'on nous a menti en Occident depuis le départ. On nous a, y compris nos propres politiciens, ont menti sur cette question. Et c'est au détriment des populations. Que les hirondelles s'envolent au printemps et qu'il y a un printemps au Xinjiang. Kashgar est situé dans le sud-ouest du Xinjiang. C'est la région qui compte la plus grande population ouïghour de Chine. Les premières traces de l'ancienne ville de Kashgar, située au centre de Kashgar, remontent à il y a plus de 2100 ans. À cette époque, elle était déjà un marché international sur l'ancienne route de la soie. De nos jours, on peut encore observer ces anciennes traditions commerciales en visitant le Grand Bazar. L'ancienne ville de Kashgar est devenue l'une des destinations touristiques les plus attractives du Xinjiang. Je leur fais un concert, non? C'est la lutte finale pour nous et demain l'international sera le genre humain. Oui, c'est pas que ça. De profession, je suis éditeur. Je suis un des éditeurs de Maxime Vivas et j'ai le grand plaisir de l'accompagner aujourd'hui. C'est certainement la seule région musulmane au monde où les femmes et les enfants peuvent sortir habillés comme elles veulent et ça n'existe nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup pour que le Xinjiang reste pas partie de la République chinoise et ne devienne pas le Turkestan oriental, ne devienne pas un califat ou une république théocratique comme l'Afghanistan. Parce que si la Chine perdait son combat pour préserver le Xinjiang, tout le monde ici sera habillé avec un château. C'est obligé. Ça va passer par l'Afghanistan, ça va arriver ici, les femmes à la maison, les filles mariées à 13 ans avec leur oncle, et c'est ça, hein, c'est terrible à côté. Les gens ne voient pas ça, et en France, les mouvements féministes n'ont pas compris ça. Les mouvements féministes sont contre la Chine dans ce combat pour le Xinjiang. C'est une erreur tragique. Moi, je sais que je suis très sensible à ça. La moitié de la population du Xinjiang, ce sont des femmes. Il y a un bon mélange de population. On a une impression pas dire de calme, mais d'harmonie. Voilà, c'est une impression d'harmonie. On voit aussi qu'il y a eu énormément d'investissements chinois
Et on comprend l'intérêt pour la Chine de faire des investissements. C'est l'ouverture pour la route de la soie, c'est l'ouverture vers l'ouest aussi. C'est Kashgar, je dis c'est Shanghai, c'est Dongfang-Minzhou. Et Kashgar, c'est Xifang-Minzhou. À la Chine et au Xinjiang et à la liberté. J'avoue que je suis stupéfait, ça dépasse mes attentes. Je ne pensais pas à une telle prospérité. Je ne pensais pas à une telle activité, une telle animation dans les rues, à une telle liberté d'aller et venir. Surtout que là, nous étions en fait à Kashgar. Kashgar est tout près de la frontière avec l'Afghanistan. Et ce sont donc, on parle de 2 régions musulmanes, et c'est le jour et la nuit. Dans la rue, si on compare par exemple dans une ville comme Paris, est-ce qu'on voit des papiers par terre? Non. Est-ce qu'on voit des bouteilles par terre? Non. Est-ce qu'on voit des voitures abîmées ou des voitures brûlées dans la rue? Non. À Paris, on voit ça. Est-ce qu'on voit des poubelles dans la rue? Non. Les poubelles, elles sont ramassées avant, c'est-à-dire qu'elles sont entreposées dans les résidences et après elles sont retirées. On ne voit pas de poubelles. Donc, est-ce qu'on voit des rats dans la rue? À Paris, on voit des rats partout dans la rue. Hier soir, on a vu des gens qui déambulaient. Les Ouïghours, qui sont très très sympathiques, ont accepté de se faire photographier avec nous. On a plusieurs photos avec des familles ouïghours, avec une enfant ouïghour. Monsieur, voici Madame Bière. Vous voulez aller? Allez, pas fini là. Oui, ok. 1, 2, 3. Ah oui, alors là, 看上面。 regarde-moi, là-dessus. Et donc tout ça, ça a duré jusqu'à minuit. On est parti à minuit et on a vu dans ce qui correspond à ce que je savais, mais pas du tout à ce que racontent nos médias. Nos médias ne racontent pas ça. Pour le média, il n'y a pas de liberté d'aller comme ça, il n'y a pas ce bonheur, cette décontraction du peuple ouïghour qui sort le soir pour se promener dans le grand bazar comme on fait dans d'autres pays. Voilà. Donc ça m'a beaucoup intéressé et c'est un bazar que j'avais déjà vu. Je l'avais déjà vu 2 fois, mais je l'avais vu le jour. À l'époque, on ne pouvait pas le voir la nuit. Le bazar, c'était dangereux. Nous venons de voir une exposition sur la déradicalisation au Xinjiang. Nous avons vu à quel point cette région de Chine a connu un véritable cauchemar depuis 1990 jusqu'à 2016, enfin, une série d'attentats d'une barbarie insoutenable. Je suis encore sous l'émotion, mais effectivement, j'ai été surpris par la quantité d'actes terroristes qui avaient été commis. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Je savais qu'il y en avait, mais je ne savais pas qu'il y en avait autant. En France, on a une couverture des actes terroristes qui est extrêmement bizarre. Une île, ouais. Je crois qu'il y a eu 30 morts au moins. Ah, Coal Mine, c'est là. Oui. Le matin de 18 septembre 2015, un groupe de terroristes a attaqué une mine de charbon dans une aire montagneuse dans le comté de Baisheng, à la préfecture d'Assou. Voilà. Okay. C'est celui-là. Hein.
Maxime, tu cherchais l'attentat de septembre 2015 près dans une mine de charbon, et parce que tu avais vu la façon dont c'était reporté en France, et c'était une façon absolument scandaleuse. Hein. Il y avait eu une polémique avec la journaliste du Nouvel Observateur, qui est un observateur très très connu en France, très important, et elle avait fait un article dans le Nouvel Observateur en disant que l'attaque de cette mine n'était pas du terrorisme, mais c'était certainement un acte de mécontentement spontané, parce qu'ils avaient été expropriés, ou ils avaient été humiliés. Elle avait inventé des raisons qu'elle ne connaissait pas, elle disait probablement. Elle disait c'est pas le terrorisme. Ah, c'est septembre 2015. Alors, novembre 2015, si le moindre journaliste en France avait fait l'apologie, avait présenté les barbares là, qui ont fait ces attentats comme des libérateurs, vous imaginez le tollé que ça aurait fait? Mais comme c'est la Chine, tout est possible. Oui. On est arrivé à un degré de racisme, de folie, jusqu'à justifier le massacre barbare d'ouvriers des mines dans la presse française. Oui. Biz aramızda bir soluk içker alim ilmam yok. Başta başlap kaldık. Hem bizning şu birodarlarni cihat qiziqtirgan, cihatning fazilati haqida va tabliqlarini bir yo'llab tursinlar. Masalan, xilofat tuzuminin bayrog'ini yo'llab turishim. Biz xilofat mumkinimizga bir bay'at e'lon qilib, bayroqni chiqarib shuni yasash imkoniyati bo'lsa bayroqni yasab shu bayroq oldida niqob holatda bir kichkina xilofat tuzumidagi qarindoshlaringlarga va bizningki bosh amirimiz bo'lgan Abu Bakr Bag'dodiy hafizullohga qarta bir gap so'z qilib bir yo'llasanglar. À Kashgar. En 2010. En 2010. Il y avait des groupes qui ont obligé les femmes à s'habiller comme 他们 ça. 想问，当时在开始是所有的妇女都是必须要穿这种蒙面罩袍的吗？就是受极端思想侵染的一些妇女。 Et j'imagine que jamais les femmes n'ont porté de voile comme ça dans cette région. 他们是当时否定和排斥一切世俗文化，是宣扬他们不能看电视、听广播、读报纸，葬礼不许哭，婚礼不许笑，强迫妇女必须穿这个蒙面罩的。 C'était l'islam radical, c'était l'islam la branche la plus Oh, oui, radicale. oui, Pas de musique, pas de danse. Pas de... Fondamentalisme. 是阻止一切人类文明的进步。 Nous avons vu aussi le programme, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, de ces terroristes, les vidéos qu'ils passaient, des vidéos d'égorgement, des vidéos où des enfants sont manipulés, on les voit manipuler des armes. Enfin, vraiment une vision de l'islamisme le radical qui n'a strictement rien à voir avec la religion qu'ont toujours pratiqué les gens dans cette région, enfin ceux qui sont dans la confession musulmane. Et parce que, comme on le sait, hein, sont d'abord les musulmans qui ont souffert le plus du terrorisme, mais là aussi au Xinjiang, on voit vraiment le degré d'horreur absolu. C'est la barbarie pure pour déstabiliser un pays. Et on voit bien, bon, ce sont les méthodes du djihadisme international. D'ailleurs, c'est le même drapeau de Daesh. Et lorsqu'on parle des trois fléaux, séparatisme, extrémisme, terrorisme. Séparatisme. Il y a eu des tentatives de séparatisme et de terrorisme jusqu'en 2016. Ça, on le sait, c'est connu en France. On le sait, ceux qui veulent se donner la peine de le savoir peuvent le savoir. Est-ce que depuis 2016, il y a eu des attentats? Non, il n'y a pas eu d'attentats. Est-ce qu'il y a eu des manifestations? À ma connaissance, il n'y a pas eu de manifestations. Donc, en France, il y a toujours ces manifestations de séparatisme où les communautés sont opposées. Est-ce que les communautés Han et les communautés d'autres minorités sont opposées? Lorsqu'on se promène dans la rue, on n'a pas cette impression. On n'a pas l'impression que les communautés sont opposées. Que nous aussi, nous avons eu des séparatistes. C'était l'Algérie.
Nous avons eu des séparatistes, c'est le Pays Basque. Nous avons eu des séparatistes, c'était la Nouvelle-Calédonie. On a tué autant de monde qu'on pouvait tuer. On a tué 200 000 en Algérie, en Nouvelle-Calédonie. On a exécuté tous les Kanaks qui étaient dans une grotte et ils s'étaient rendus. On les a exécutés au Pays Basque, sur le territoire français, dans l'Hexagone. On a créé un organisme policier officieux pour tuer des Basques dans la rue. Et donc, ce que vous faites n'est pas très violent. Simplement, vous avez une lutte dure, sévère, impitoyable, mais dans le cadre de votre loi. Conformément à la loi antiterroriste de la République populaire de Chine et à 2 règlements locaux, à savoir les mesures de la région autonome ouïghour du Xinjiang sur la mise en œuvre de la loi antiterroriste de la République populaire de Chine et le règlement de la région autonome ouïghour du Xinjiang sur la déradicalisation, des centres d'enseignement et de formation professionnelle ont été créés et offrent un programme d'études qui comprend le chinois parlé et écrit standard, la compréhension de la loi, les compétences professionnelles et la déradicalisation. Ces centres permettent également de réinsérer des personnes qui ont commis des actes illégaux ou criminels de terrorisme et d'extrémisme religieux et visent à protéger au maximum les droits fondamentaux des citoyens contre le terrorisme et les groupes extrémistes religieux. Donc il y a une politique de fermeté. Il y a une politique de fermeté, il y a une politique pour la radicalisation qui a été positive parce que au lieu de prendre les gens comme en disant vous êtes des mauvais, on va vous tuer, on va vous mettre en prison. Non, on a dit on va vous donner une chance. Vous aussi vous êtes des victimes parce que vous avez été influencés. Ce n'est pas dans leur esprit d'aller dire Allahu Akbar et puis d'aller égorger les gens. Non, ce n'est pas le cas. Il y a eu une tentative de le faire au Xinjiang. La Chine a éradiqué extrêmement efficacement ceux qui étaient les plus radicaux et a repris ses fils et les a ramenés dans le droit chemin par des programmes d'intégration. Ce qu'on a vu ce matin, les médias appellent ça un centre de concentration. Et en France, un centre de concentration, ça fait penser au centre que les nazis avaient en Allemagne et où ils exterminaient les prisonniers. Donc quand on dit en France que quelqu'un est dans un centre de concentration, un camp de concentration, c'est ce qu'il peut y avoir de plus horrible. 我们采取的寄宿制管理的模式，周一至周五上课，周六周日休息。期间如果学员有事可以请假。这个期间的这个食宿、培训全部是免费的。Et quand la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, est venue au mois de mai 2022 en Chine pour examiner les droits des Ouïghours, elle a dit dans une déclaration « On m'a dit que les centres étaient fermés ». Elle n'en était pas sûre. Mais moi, je vais pouvoir dire que j'en ai vu un, que je l'ai visité et qu'effectivement, il est fermé et que maintenant, c'est une école. Moi, j'ai visité des prisons en France. Quand on visite une prison, c'est pas du tout comme une école. Hein. C'est pas la peine d'être très, très malin pour voir la différence qu'il y a entre les deux. Non, non, là, effectivement, c'est une école qu'on a vue. On n'a pas vu les écoliers parce qu'ils étaient en vacances aujourd'hui. Mais sinon, moi, ça me suffit. J'en ai vu assez. À l'époque, le Centre d'éducation et de formation de Kashgar a proposé de nombreuses formations professionnelles, notamment dans les secteurs de la beauté, de la coiffure, de la couture, de l'assemblage de produits électroniques et de l'agroalimentaire, en accord avec les besoins de la société et les souhaits des étudiants. Bien qu'une maladie empêche Madame Bière de parler, elle a fidèlement noté ce qu'elle a vu et entendu au cours du voyage. Il y a eu des boulots. Hein? Oui. Oui, c'est ça, ouais. C'est le but, c'est de les former qui travaillent. Faire baisser le chômage. Si.
Ils bénéficient en fait de formation pour avoir des métiers, pour faire différentes formes de sport. Ils gagnent même des tournois. En ping-pong, par exemple, j'ai vu ça. Et puis cet accès à la formation, cet accès au mandarin. Dieu sait que l'apprentissage en est long. Et voilà, j'ai vu à quel point donc il y avait du respect y compris pour leur propre religion, à l'intérieur même de cette école. On leur dit, vous avez raison d'être musulman, c'est votre conviction, vous avez tout à fait le droit, on ne cherche absolument pas à aller à l'encontre de ça. Il n'y a aucun viol des consciences. Nous en France, on fait des polémiques pour savoir si on va les reprendre. On va les reprendre en France, si on va reprendre leurs enfants, si on va reprendre leurs femmes, etc. Je pense qu'on n'a pas prévu de les réintégrer comme la Chine. La question est presque dangereuse. Moi, si on avait ces centres de formation qu'il y avait en Chine, moi, je serais plus confiant. Parce que vrai, c'est une mesure humanitaire de reprendre des enfants qui n'étaient pour rien. Mais effectivement, il faut leur donner un cadre, une éducation qui les réinsère complètement. Chez nous, on connaît, c'est une parole de notre grand poète national, Victor Hugo. Victor Hugo, il disait « Ouvrez une école, vous fermerez une prison ». C'est ce que vous avez dit et c'est ce que vous faites. Vous ouvrez des écoles pour que parce que les gens mieux éduqués sont moins violents, toujours. Et puis, s'ils sont mieux éduqués, ils ont un avenir qui peut être meilleur et ils le savent. Donc, si on veut éradiquer le terrorisme, c'est un bon moyen aussi d'éduquer les gens. C'est un moyen aussi de leur donner une formation. L'autre moyen, c'est que vous le faites aussi, c'est de leur donner une instruction sur ce qu'est la Chine, la Constitution, la République chinoise. Mais tout ça, vous le faites. Aujourd'hui, de nombreux étudiants, autrefois profondément influencés par des idéologies extrémistes, sont revenus à une vie normale. Ils ont trouvé un emploi, certains ont même ouvert leur propre magasin et mènent une vie paisible. Le Xinjiang s'est débarrassé de l'ombre de la terreur et grâce aux efforts conjoints de la population locale et du gouvernement, la région peut à nouveau profiter de la paix, de la tranquillité et de la prospérité. Mais la Chine, tout simplement, sans employer forcément ce mot-là, a cette politique en fait républicaine d'harmonie entre les ethnies et puis de respect des différentes religions. Quand elle reste en fait dans un cadre qui ne devient pas politique. C'est là le moment, c'est à partir du moment où l'islam devient politique, il devient théocratique, il devient de l'islamisme. Et là, ça pose problème. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nous venons de visiter une médersa, donc en arabe madrasa, c'est-à-dire une université islamique. Nous avons rencontré l'imam, un accueil extrêmement chaleureux et qui nous a fait visiter un complexe absolument magnifique qui comprend une mosquée sans doute la plus belle que j'ai vue au Xinjiang. Il nous a fait visiter notamment la bibliothèque. Bien sûr, on a compris que les langues de travail, les langues qui sont utilisées sont bien sûr le mandarin, le ouïghour et l'arabe. 这个就是我们又是这个中国伊斯兰教协会教务指导委员会编译的，又是另外一种，这是阿拉伯语的，这是国家通用语言文字的。这是阿语。وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Un imam barbu,
parce qu'on m'avait dit que la barbe était interdite. Ben là, je vois qu'il est barbu. Et puis, en expliquant, il a dit un nom où j'ai cru reconnaître Bachelet. Mais c'était pas. Et donc j'ai insisté, c'est Michel Bachelet. Il dit oui, et puis il m'a montré l'endroit, le siège où elle était assise. Moi, Michel Bachelet. Je me suis assis au siège, sur le siège où était assise Michel Bachelet. Et à l'endroit où j'étais assis, il y avait donc autour de moi, il y avait des livres, des revues. Et j'ai vu qu'il y avait des revues en arabe, en mandarin et en ouïghour. Donc Michel Bachelet, qui est la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, ne peut pas ignorer que des magazines en ouïghour existent au Xinjiang. Et dans l'université islamique. Dans l'université islamique. Voilà, donc tout ça, elle peut le dire si elle veut. Et alors, évidemment, elle a fait une déclaration le 28 mai, avant de repartir de Chine, qui était une déclaration qui était pas très critiquable, c'était pas trop mal. Elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Voilà. Mais malheureusement, 2 mois après, quand le rapport de l'ONU est sorti, 13 minutes avant que la fin de son mandat de 4 ans, d'une part, son nom ne figure pas. Dans le rapport, il n'y a pas une seule allusion à la visite proprement dite. Ce sont des considérations générales, c'est ce que doivent être les droits religieux, démocratiques, raciaux, etc. Et Michel Bachelet n'apparaît pas dans ce rapport. Pour pouvoir discuter, pour pouvoir écrire sur ce document, j'ai demandé aux responsables à l'ONU du service de traduction en français, je lui ai demandé qu'il me communique le document en français. Comme ça, il ne peut pas y avoir d'erreur de traduction. La réponse qu'il m'a faite, c'est que le document n'existe pas en français. Il m'a envoyé le document en anglais. Pourtant, c'est une langue de travail à l'ONU. La France est de 2 langues officielles de travail de l'ONU. Ce document-là n'existe pas en français. C'est dommage parce que les médias en ont profité pour mentir dès le début. Ils disent le rapport de l'ONU, et ce n'est pas un rapport de l'ONU. C'est une évaluation de l'ONU. Quand on traduit, vous parlez anglais tous les deux, on dirait que report, c'est un rapport, et assessment, c'est une évaluation. Et c'est tout à fait différent. Moi, je me suis procuré des rapports de l'ONU, ça s'appelle un rapport de l'ONU. C'est tout à fait différent. Donc, visiblement, elle s'est fait tendre le bras, Michel Bachelet. Oui, d'ailleurs, vous aurez remarqué que depuis que ce document est sorti, elle a complètement disparu. On n'entend plus, les médias ne l'interviewent plus, on ne la voit plus. Oui. Comme s'il était morte, comme s'il était évaporé. Le système politique chinois aussi m'a intéressé et j'ai trouvé que c'était, je veux dire, il montre sa capacité à être efficace et en même temps assurer le bonheur des gens. En 2020, la Chine a remporté une victoire complète dans sa lutte contre la pauvreté. Sortie de la pauvreté, la famille Mamat El-Ikaz vit aujourd'hui dans une maison rénovée dans le comté de Tiache, à Kashgar. Non seulement cette nouvelle maison conserve les caractéristiques des habitations des minorités ethniques, mais la maison est aussi raccordée au réseau électrique, au gaz et à l'eau courante, ce qui la rend très pratique à vivre. Et voilà, c'est le nouveau confinement. Aujourd'hui, ce portable est accessible. 现在我们家家户户供的自来水，现在我们喝的用的都是我们的冰山水，现在我们喝水很安全。 On a bien compris qu'il y a un gros problème d'eau potable dans le monde entier, mais ici encore plus, compte tenu de ce qu'est le Xinjiang avec le désert, les montagnes, tout ce qu'on voudra. Et puis on a bien compris qu'avec la fonte des neiges allait alimenter des cours d'eau. Et avec ça, on pouvait faire des canalisations pour donner de l'eau à des régions, à des familles ou à des villages qui n'avaient pas l'eau auparavant. Et ça, c'est un gros projet qui est aidé et financé par le gouvernement chinois pour aider le Xinjiang. C'est un des grands projets. Il y en a d'autres, mais celui-là, je ne le connaissais pas.
Et donc on a pu le voir. Bu bolsa hozir mening biroq uyimiz bo'lsa, yerda ham kesak oylarda salmon bo'lib, yerda rashki bardashib berolmaydi. Hozir uyimiz bo'lsa, 这是我现在的家。我以前住的房子是土块房，那个土块房一点也不抗震，不安全。 bu uyimni sağ vaqtda hukumat bizga ya 30 ming to'liqni yordam qilib berdi. 这是我们建的抗震房。建这个房子时候，国家给了3万元的补贴。 C'est que vous êtes sur une zone sismique, il y a Kashgar, et que donc il y a des tremblements de terre. Donc il fallait reconstruire en tenant compte de ce danger et de faire des maisons qui n'allaient pas s'écrouler. Donc tout ça a été fait, à mon avis ça a été bien fait. Moi j'ai trouvé que les maisons qui ont été démolies, il fallait qu'elles soient démolies. Et puis ce qui a été fait, ça a bien conservé l'âme et la culture de la région. Ailemde 5 can var. 我家里有5口人。 Bunlar bolsa men, Lavgong, Liang Gönül. 5口人分别是她老公，还有她的3个孩子。他多大了？你今年今年15岁。Bolsa dükkan açman. Her gün 100 yuandan 200 yuan etrafı pul tapalayman. Yoldaşım bolsa kebapçı her gün 300 yuan 400 yuan etrafı pul tapalaydı. Et dans la vie quotidienne, gère cette boutique chez moi et j'ai eu un revenu de 200 à 300 yuan chaque jour. Et mon mari il gère son véhicule restaurant dans notre comté pour vendre des barbecues et il a au moins 100 yuan de revenus chaque jour. Pardon? Elle aime le football alors? Ah oui, elle aime le football. 她问你是很喜欢足球吗？ C'est magnifique. Elle joue en équipe, c'est ça? Oui, dans le. Ah, c'est ça. D'accord. Elle va bien entrer dans l'équipe nationale de football. J'ai parlé avec des villageois. Alors par exemple, oui, des villageois ouïghours, on voyait bien qu'ils parlaient toujours seulement le ouïghour, mais on pouvait discuter, poser de simples questions aux enfants. Et ils étaient dans mon mandarin très simpliste, mais bien sûr, je voyais bien qu'ils comprenaient et qu'ils répondaient. Donc ils sont parfaitement bilingues. Et ça, c'est une chance énorme. Je voulais te poser une question, c'est que est-ce que les 3 enfants apprennent à l'école le mandarin et le ouïghour? Lui, il parle ouïghour et mandarin. Le petit. Parce que je pose la question parce que en France, tous les journaux disent, tous les médias disent que c'est interdit de parler le ouïghour et que le ouïghour n'est pas enseigné à l'école. Et nous sommes tous très heureux que vous puissiez parler la langue du Xinjiang et aussi la langue de la Chine, de toute la Chine. C'est très bien de pouvoir parler les deux. Nous sommes très heureux. Une autre question, je peux poser sur la religion. Est-ce que vous êtes musulman? Est-ce que vous allez à la mosquée? Oui. Moi, j'ai posé une question indiscrète qu'on pose jamais en France. J'ai demandé la religion. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes musulman? Ils ont dit oui. Voilà, il n'y a pas de. Alors qu'en France, on dit qu'on n'a pas le droit de dire qu'on est musulman. C'est pour ça que j'ai posé la question, pour pouvoir dire que moi j'ai rencontré des musulmans. Je leur ai posé la question, êtes-vous musulman? Et ils m'ont répondu oui. Voilà. Et donc on les a vus, on a pris des photos avec eux aussi. C'était très sympathique, on a été accueillis avec beaucoup d'empathie. 1, 2, 3. Lorsqu'on parle en Europe du Xinjiang, c'est pour dire du mal de la Chine. Et pourquoi on dit du mal de la Chine? C'est pas parce que la Chine est mauvaise, c'est parce que la Chine est gênante. Elle est trop bien. Et qui est-ce qui dit du mal de la Chine? Ce sont aux États-Unis et en Grande-Bretagne un système capitaliste, impérialiste, qui a pris l'habitude de diriger le monde et qui voit que la Chine a tellement bien réussi qu'elle menace
l'hégémonie des États-Unis et de la Grande-Bretagne. À partir de fin 2020, des rapports selon lesquels des centaines de milliers, voire des millions de personnes seraient forcées à travailler dans les champs de coton au Xinjiang ont soudainement fait leur apparition. Même sans aucune preuve, ces allégations sur les esclaves du coton du Xinjiang ont été considérées comme vraies par les médias occidentaux et une partie de la population. C'est ainsi qu'un mouvement massif contre le coton du Xinjiang a débuté. Avec Pompeo, ancien directeur de la CIA, qui a lancé cette campagne sur le Xinjiang. Enfin, d'abord, ils avaient lancé cette campagne de djihadistes. Voyant que ça ne marchait pas, ils ont essayé de faire ça contre la Chine en disant qu'il y avait un génocide. Et après, ce sont les mêmes, par exemple, des enquêteurs économiques qui disaient qu'il y avait du travail forcé. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une concurrence sur le textile. Donc ça permettait de dévaloriser les produits chinois. C'est ça, en fait, la cause. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. It reminds you of the glory of the American experiment. Le coton qui arrive, il est éclaté, c'est-à-dire qu'on fait éclater les boules de coton. C'est le premier degré. Ensuite, il passe à la fin de la machine, ils sont mis en nappe. Oui. Ils sont mis en nappe, qui sont regroupés dans un faisceau, après qui sont enroulés. Donc ça, c'est la partie, c'est la filature qu'on faisait à la main avant avec le rouet. En fait, c'est une sorte de rouet. Et après, c'est le début de la révolution industrielle. De toute façon, c'était le textile. Hein, donc, oui. Et après, dans une autre machine, on les met en bobine. Après, les bobines, elles partent. La filature, elle n'est pas ici. Mais ça, c'est uniquement la fabrication des bobines. La fabrication des bobines pour aller après faire un peu partout, faire n'importe quoi, des t-shirts, des jeans, tout ce qu'on veut. Il y a eu en France des titres de journaux, des titres en première page. Ouïghours, 500 000 esclaves dans les champs de coton. 500 000 esclaves. Et pourquoi? Alors j'ai déjà expliqué, d'ailleurs on pourra le lire dans mon prochain livre, que le FAO, qui est l'organisme des Nations Unies qui s'occupe des études sur l'agriculture et l'alimentation, a fait une étude qui montre que dans quelques années, il va y avoir une surproduction de coton. Et les pays qui exportent le coton dans le monde, ce sont les États-Unis, l'Inde et la Chine. Donc il faut éliminer très vite un concurrent. On élimine la Chine en disant que le coton est ramassé à la main par des esclaves. Et déjà en France, ça marche bien. Hein. En France, il y a des gens qui ne veulent plus acheter des tissus qui viennent de Chine, parce qu'il a été ramassé par les esclaves. La ville de Cheredze est une importante zone de production de coton. Elle bénéficie d'un climat continental tempéré. Il fait très froid en hiver et très chaud en été, avec une grande différence de température entre le jour et la nuit. La température moyenne annuelle se situe entre 7,8 et 8 degrés Celsius. Et la durée d'ensoleillement annuel entre 2300 et 2700 heures. La ville est traversée par 5 rivières, pour un débit annuel de 1,8 milliard de mètres cubes. Avec de telles conditions climatiques et ressources naturelles, Cheredze produit 2,6 tonnes de coton par hectare et sa production totale de coton
représente 10% de la production du pays. Puisqu'il y a des champs de coton très importants au Xinjiang, ils vont parler du fait qu'il y a du travail esclave. Mais on parle quand même de la première économie mondiale, qui a une telle puissance de frappe. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils aillent s'embêter à trouver du travail à la main pour prendre du coton, alors qu'en fait tout est automatisé? Ça n'a ni queue ni tête. Il faut commencer simplement à raisonner un tout petit peu, et on se rend compte que c'est tout simplement absurde. Il n'y en a pas beaucoup encore, il n'est pas bien mûr. Je reviendrai dans 15 jours. D'ici un mois, les champs verdoyants seront blancs et d'énormes machines viendront cueillir le coton. Les machines de récolte emballent le coton automatiquement et semblent laisser dans les champs des œufs d'or. Selon les estimations du Bureau de l'agriculture et des affaires rurales de la région autonome ouïghour du Xinjiang, la production de coton du Xinjiang pour 2023 devrait se stabiliser à plus de 5 millions de tonnes. D'après les premiers calculs, le taux de récolte mécanisé de la région dépasse les 85%. Simplement, les États-Unis lancent un mensonge et l'ensemble des médias français en tout cas les reprennent et les Français disent ben voilà, les t-shirts, le coton qui vient de Chine, il vient du Xinjiang, il a été fait par les esclaves. Et les Français répètent ça. Il y a même un footballeur célèbre en France qui avait un contrat publicitaire avec je ne sais pas quelle entreprise chinoise qui a rompu le contrat à cause des esclaves dans les champs de coton. Ils peuvent dire n'importe quoi, les médias, les Américains peuvent dire n'importe quoi, nos médias le répètent et ça devient une réalité. Et moi je savais, avant de venir ici aujourd'hui, que ce n'était pas vrai. C'est tout à fait illogique. C'est même pas la peine de venir le voir. Vous savez, moi j'ai écrit des romans policiers, et dans les romans policiers on dit chercher à qui profite le mobile, à qui profite le crime. Voilà. Pourquoi ils font ça? Dans le théâtre grec, quand quelqu'un parlait, pour savoir ce qu'il disait, pour comprendre, on lui disait « De quel lieu me parles-tu » Si tu me parles depuis les États-Unis, il faut que je vérifie. Si tu me parles de la Chine depuis les États-Unis, il faut que je vérifie. L'information sur les 500 000 esclaves, à qui ça profite? À qui profite le crime? Ce qu'on a vu permet de confirmer les analyses, permet de lever les mensonges, c'est-à-dire de voir que ce qu'on dit est un mensonge, c'est-à-dire sur la comment dire, l'utilisation d'esclaves entre guillemets pour discréditer la production chinoise et détourner les utilisateurs de coton dans le monde de la production chinoise. Tout à l'heure, on parlait des 500 000 esclaves dans les champs de coton. Ça a été des titres de journaux, ça a été des premières pages. En gros, 500 000 esclaves dans les champs de coton. On voit maintenant de plus en plus le travail forcé. Ils ne parlent plus d'esclavage, ils parlent de travail forcé. C'est déjà un ton en dessous. Ils ont fait la même chose avec le génocide. Libération a fait... Ils ont du génocide culturel, c'est ça? Ouais, voilà. Toute la polémique sur l'emploi qui est relayé en Occident, enfin dans la propagande occidentale, sur l'emploi donc de main-d'œuvre esclave n'a tout simplement aucun sens logique et aucune nécessité pratique. C'est justement, si la Chine est un redoutable concurrent en matière de textile, c'est parce que précisément elle a une production tout à fait automatisée. Alors évidemment, il y a des tas de choses comme la démocratie, le progressisme, une certaine forme de rationalisme philosophique qui ont été aussi en vote en Europe, c'est pas la question. Mais ces gens sont obsédés par des choses qui en fait sont nos maladies à nous. Et c'est pas du tout dans la culture chinoise. S'il y a bien quelque chose qui est totalement étranger à la culture chinoise, c'est de s'immiscer dans les affaires intérieures. Ah oui, juste en dessous, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une exposition, donc c'était le dernier jour, donc on a pu visiter.
une exposition des produits, enfin c'était des produits avec commodité, des échanges avec des produits entre Chine et Eurasie. Mais l'Eurasie, en fait, ce qui m'a plu, c'est que moi j'ai une conception de l'Eurasie qui est non pas le centre, ce qui est entre à la fois européen et asiatique, mais ce qui est à la fois qui va du Pacifique, de l'Atlantique au Pacifique, c'est-à-dire c'est l'Europe plus l'Asie. Et justement, dans cette exposition, il n'y avait pas que des pays d'Asie centrale, c'est-à-dire on pourrait imaginer que Eurasie, bon, en France, enfin en Europe, quand on entend Eurasie, on va penser à Kazakhstan, Kirghizistan, Turkménistan, etc. À la rigueur, le nord de l'Inde. Non, mais là, il y avait même un pavillon pour la France et un pavillon pour l'Europe. C'est ça, et puis on a vu des pavillons kazakhs, ouzbeks, tadjiks, voilà. indiens. Exactement, on a vu quelqu'un du Cachemire, des tapis absolument magnifiques. Et même éthiopiens. Donc là, on passe à l'Eurasie-Afrique. Ça c'est vrai que c'est très intéressant. C'est plus intéressant. Et donc bon, c'est aussi la preuve que voilà, la Chine a de relations culturelles avec des pays frontaliers, de confession musulmane, parlant une langue très proche des Ouïghours. Donc voilà, s'il y avait les problèmes qu'on nous raconte dans nos médias en France, il n'y aurait pas ce genre d'expo. Ça montre deux choses. Là, il va y avoir la réunion des BRICS qui va commencer le 24 août. Qui va se tenir en Afrique du Sud. Le président Xi Jinping va se rendre à cette réunion, il sera présent à la réunion. Donc là-dedans, il y a l'intérêt de cette réunion sous l'égide des 5 pays des BRICS, c'est qu'il y a 28 pays, si j'ai bonne mémoire, 28 pays qui ont demandé leur adhésion, dont des pays qui étaient présents à cette foire. Qui est des pays d'Eurasie qui s'intéressent à nouvelle route de la soie. Donc là, ça fait un ensemble. En ce moment, on voit que le monde bouge et qu'au contraire, oui, il y avait l'Iran en fait, d'ailleurs en plus. Oui, on a vu l'Iran. On a vu l'Iran. Donc on voit que la Chine est loin d'être isolée, elle est loin d'être condamnée. Au contraire, elle a un pouvoir d'attraction pour le reste du monde, pour le Sud global, parce qu'on dit le Sud global. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart des musulmans ne condamnent pas la Chine sur le Xinjiang. C'est vraiment l'Occident, au sens l'atlantisme plutôt. C'est ça. Mais les pays musulmans ont constaté que leurs frères musulmans en Chine sont traités convenablement. Oui. Et donc, ils n'ont aucune raison de se traiter contre la Chine et de participer à cette fake news mondiale. Le Xinjiang, la région du Xinjiang, les musulmans sont de tradition hanafite, c'est-à-dire une tradition très tolérante. Et donc vous voyez, justement, le fait que des femmes puissent danser comme ça librement ne tombe pas sous le coup de la loi et paraît tout à fait... Et puis en plus, bon, c'est beau tout simplement, voilà, c'est une symphonie de couleurs, c'est absolument magnifique. Puis c'est beau comme tout ce qui est libre en fait. Hein. Je suis déjà venu au Xinjiang, j'ai déjà vu des spectacles de danse comme ça. J'ai vu aussi des répétitions avec des jeunes filles dans une salle qui étaient vêtues avec un juste corps. Je ne sais pas si tu vas savoir le dire, un juste corps. C'était un peu des jambes nues et puis elles jetaient les jambes comme ça en l'air, comme chez nous, comme en France. Et ça m'a un peu surpris parce que dans les pays où la religion musulmane était prépondérante,
Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça existe au Xinjiang. J'ai visité des pays musulmans, comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, mais je n'ai jamais vu ça. Vous avez ici, les femmes, une grande liberté qu'on n'a pas en Afghanistan, en Irak ou dans d'autres pays. Et j'espère que le gouvernement central va pouvoir préserver ces grandes libertés que vous avez ici, vous les femmes, et que n'ont pas les autres femmes musulmanes nulle part dans le monde. Vous êtes les seules à avoir cette grande liberté. Et je vous remercie de faire vivre la danse et le folklore de votre pays, parce que c'est très important. Comme ça, vous défendez votre intérêt, l'intérêt de vos sœurs, de vos enfants, et puis aussi l'intérêt de la République. Vive le Xinjiang, vive les hommes et les femmes du Xinjiang. À la fois, j'ai l'impression d'être très très loin de chez moi, d'être vraiment au bout du monde, parce que même déjà la Chine c'est le bout du monde, et ça c'est le bout de la Chine, donc on est vraiment, c'est une Chine au carré, quoi, si vous voulez. Et en même temps, je retrouve, comme disait Sénèque, on emporte toujours ses propres problèmes avec soi quand on voyage. Donc je reviens aussi à mes problèmes personnels, aux problèmes de la France. Mais bon, la France et la Chine n'ont aucun intérêt divergent. Et je crois au contraire que ces relations d'amitié sont équilibrantes, elles peuvent équilibrer le monde. La France a vaincu le fascisme nazi, et la Chine a vaincu le militarisme et le fascisme japonais. Ça aussi, on a oublié ces liens qui nous unissent, ces liens fraternels dans cette grande cause en fait, pour la libération des individus. Et justement, cette grande victoire de 1945 contre tous les fascismes, c'est justement la charte de l'ONU, c'est l'indépendance de toutes les nations, c'est la décolonisation, c'est l'éveil du tiers-monde. Et juste après, 4 ans après, la Chine se mettait en commune, comme disait Aragon. Hein. La Chine s'est mise en commune. Parce que la commune, pour nous, c'est la commune de Paris. C'est le prolétariat qui prend le pouvoir, ce qui hisse le drapeau rouge. Voilà. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, justement, à l'autre bout du monde, on se sentait vengé. Voilà, on se sentait, comment dire, dans un lien vraiment fraternel avec ce qu'a représenté la Chine, quand Mao Tse-tung a dit la Chine est debout. Voilà. Et ça... Voilà, c'est très émouvant, je suis très heureux d'être là pour en témoigner.